disais que il fallait que vous preniez soin de vous, vos proches et vos patients et ne jamais prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien qui aggrave cette pathologie de coronavirus. Ceci étant, je vais donc commencer l'attitude préventive de l'odontologiste face aux patients qui souffrent des problèmes d'hémorragie, qui ont un risque hémorragique. Alors, le questionnaire médical est très important dans ce domaine, puisqu'il faut rechercher bien sûr les antécédents familiaux du patient, si il y a une hémophilie parmi ses ascendants, par exemple. Et puis, rechercher bien évidemment des antécédents personnels, notamment des affections hépatiques, quels qu'ils soient, par exemple une hépatite, une cirrhose du foie et un cancer du foie également. Et n'oubliez jamais que les éthyliques sont potentiellement un sujet hépatique. Ensuite, demander si les patients souffrent d'une affection maligne et s'ils sont traités par une chimiothérapie anticancéreuse, ce qui veut dire que ce type de médicaments peuvent provoquer une thrombocytopénie avec un risque hémorragique, puisque l'effondrement des plaquettes, bien évidemment, provoque des hémorragies. Ensuite, recherche des médicaments antithrombotiques. Il faut savoir si les patients souffrent des pathologies thromboemboliques nécessitant un traitement soit antiagrégant, soit anticoagulant. Il faut savoir que souvent, ce sont les anticoagulants, les antivitamines K ou plus récemment les AOD, donc les anticoagulants oraux à action directe qui sont utilisés, notamment par exemple dans le cadre d'une fibrillation auriculaire, et puis dans les affections thromboemboliques, soit un anticoagulant, soit un antiagrégant plaquettaire. Et les antiagrégants plaquettaires ont beaucoup d'indications, notamment chez les gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral ou un infarctus du myocarde. C'est donc en prévention secondaire de ce type de pathologie, je répète, AVC et infarctus du myocarde. Les fibrinolytiques laissent tomber puisque ces substances ne sont utilisées qu'à l'hôpital et dans des pathologies très graves comme embolie pulmonaire et infarctus du myocarde étendu, atteint de plusieurs coronaires. Donc, ça, on le laisse tranquille. Il faut rechercher par ailleurs si le patient présente une fragilité capillaire. Alors, cette fragilité, on le voit chez les diabétiques, chez les gens qui sont âgés, mais dès lors qu'il y a des signes, c'est des signes d'atteinte de la coagulation, comme par exemple l'échymose ou hématome spontané, saignement nasal avec donc épistaxie, gingivorragie non traumatique ou non provoquée par exemple par le brossage, et a fortiori par le brossage également, et ménométrorragie, donc des règles abondantes. Et puis rechercher bien sûr des anomalies de l'hémostase et de coagulation. Alors, pour connaître tout ce que je viens de décrire, il faut bien sûr procéder à un interrogatoire soigneux qui vous permettra de déceler un état pathologique à risque hémorragique. Donc, tout ça, hémophilie, surtout, bien évidemment, les hémophiles, il ne faut jamais les toucher dans vos cabinets parce que le risque hémorragique est très, très important. On les traite à l'hôpital, notamment pour tout ce qui est chirurgie, et en perfusion de PPSB, donc les 4 facteurs de coagulation. Puis les affections à caractère hémorragique, du fait de fragilité capillaire, donc diabète, hypertension, tuberculose pulmonaire, fibrome utérin. Alors le fibrome utérin, c'est la présence dans l'utérus des tumeurs qui ne sont pas des tumeurs malignes, mais bénignes, mais il y a un risque hémorragique important. Ulcère digestif, bien évidemment. Si on a une atteinte ulcéreuse digestive, que ce soit gastrique ou intestinale, donc ulcère gastro-duodénal, provoque des réactions hémorragiques. Donc, il faut être très, très prudent, et notamment, dans ce cas particulier, à l'utilisation des INS. Et puis, le sujet âgé, on l'a vu tout à l'heure.
ainsi que les inhibiteurs de la coagulation. Donc, cette diapositive résume un peu ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, il faut connaître les inhibiteurs de coagulation qui peuvent être prescrits à un patient. Et ces inhibiteurs de coagulation, donc si vous vous rappelez des cours que je vous ai fait en troisième année sur les médicaments antithrombotiques, donc il y a plusieurs classes. Vous avez d'abord les antiagents plaquettaires. Dans l'immense majorité des cas, c'est l'aspirine sous le nom de cardégique qui est utilisée. Mais souvent, les patients prennent du Plavix, et parfois, vous avez des patients qui sont traités à la fois par l'aspirine et Plavix. Les autres produits, bon, je vous les ai mis pour mémoire, mais sont très peu utilisés. Donc, cardégique, comme l'aspirine, et Plavix, ou les deux. Anticoagulant, donc l'héparine, mais là, vous êtes à l'abri, puisque, en principe, les héparines non fractionnées, comme par exemple calciparine, cutéparine, etc., sont essentiellement utilisées à l'hôpital, et dès lors que le patient sort de l'hôpital, et si son état nécessite une héparinothérapie, on remplacera les héparines non fractionnées par les héparines fractionnées qu'on appelle HBPM ou héparine à bas poids moléculaire. Alors, vous avez quelques spécialités sur le marché, l'Ovenex, Fraxiparine, Fragmine. Donc, s'il y a une autre spécialité que vous ne connaissez pas, vous pouvez bien évidemment vous référer au Thériac et puis savoir ce que c'est. Ou alors, le patient, comme anticoagulant, prend un antivitamine K, un certain nombre de spécialités, le Centron par exemple, ou un AOD. Vous avez deux classes d'AOD, donc tout ce qui est Xaban, par exemple Apixaban, ou tout ce qui est Dabigatran, mais ce sont des produits récents. Il y en a un grand problème avec ces produits, c'est qu'on n'a pas d'analyse biologique qui permettrait de savoir si on est dans une zone toxique ou pas. Donc, il faut être particulièrement prudent avec ce type de médicaments. Donc, les fibrinolytiques, je vous disais, laissez-le de côté. Ensuite, l'examen clinique, on recherchait donc les troubles de coagulation, échymose, pétichie, gingivorragie spontanée. Je vous avais déjà dit spontanée, parce que quand on provoque un traumatisme, par exemple avec un brossage, donc ça peut être différent, ça peut être local. L'épistaxie, sans raison, et puis règle abondante, ménométrorragie, dont on a déjà parlé. Si vous avez un doute, demandez le bilan de coagulation du patient. En principe, les patients qui suivent un traitement par un inhibiteur de la coagulation, ils ont un bilan, et ce bilan, il faut le connaître. Et je vous ai mis l'essentiel de ce bilan ici. Je crois que c'est un tableau important que je vous invite à imprimer et garder avec d'autres diapositives que je vous ai conseillées antérieurement, parce que ça vous donne, avec un coup d'œil très rapide, donc savoir si le patient souffre ou non d'un problème à risque hémorragique. Alors, tout d'abord, le taux de prothrombine. Le taux normal, c'est aux alentours de 80 à 100%. Si on est à 80, il n'y a pas de problème. Alors, plus vous descendez, plus vous avez un risque hémorragique, mais le vrai risque hémorragique, c'est à partir de 38. Et vous n'intervenez jamais si le taux de prothrombine est inférieur à 50. Ensuite, le temps d'Ovelle. C'est quoi le temps d'Ovelle? C'est bien, c'est un temps qui mesure la durée de coagulation du plasma et de ce fait permet donc d'explorer certains facteurs de coagulation. La valeur normale est de 2 minutes, perturbée si vous êtes supérieur à 2 minutes et si vous êtes à 3, c'est-à-dire une fois et demie la valeur normale, donc il ne faut pas intervenir. Ensuite, le temps de céphaline kaolin, c'est le temps de coagulation du plasma en présence d'un produit qu'on appelle céphaline, ce qui permet de savoir s'il y a un risque hémorragique. Et la valeur normale, vous voyez, c'est très faible, c'est en secondes, c'est 38 secondes.
Si c'est perturbé, c'est supérieur à 38 secondes. Et quand vous êtes aux alentours de 60, un peu moins, 58, 60, eh bien, il ne faut pas intervenir. Et à titre d'exemple, si vous avez un encéphaline kaolin, par exemple, à 90 secondes, en principe, vous avez affaire à un hémophile. Puis l'INR, ça vous permet donc d'explorer les voies extrinsèques. Alors, est-ce qu'on a une valeur normale à 1? En principe, non, parce que si on n'est pas sous AVK, l'INR n'a pas de valeur, mais par convention, on dit que les taux normaux ou la valeur normale d'INR, donc INR, c'est la valeur normalisée internationale qui remplace le taux de prothrombine aujourd'hui chez les gens qui supportent un traitement par un antivitamine K. Donc, on admet, par convention, c'est égal à 1. Si c'est supérieur à 2, c'est perturbé. Si vous êtes à plus de 2 fois et demi, donc il ne faut pas intervenir parce que vous avez un risque hémorragique. Alors, ensuite, le taux de fibrinogène, donc c'est plus rare, mais on le fait quand même parfois. Avec fibrinogène transformé en fibrine permet de provoquer l'hémostase, la coagulation. Et là, si vous êtes à moins de 1,5 g, eh bien, il ne faut pas intervenir parce que vous aurez un risque hémorragique. C'est-à-dire que le fibrinogène ne sera plus ou peu transformé en fibrine, en fibrine, donc c'est embêtant. Alors, quelle est la conduite à tenir? D'abord, pour les antiagrégantes plaquettaires, depuis une quinzaine d'années, je pense, on a changé totalement d'attitude, parce qu'avant, on disait il faut immédiatement arrêter un traitement antiagrégant plaquettaire si on fait une chirurgie. Là, c'est l'inverse. Il ne faut jamais, jamais, jamais arrêter un traitement antiagrégant plaquettaire, par exemple, Cardégique ou Plavix ou n'importe quel produit, seul ou associé. Pourquoi? Parce que beaucoup d'études indiquent qu'en fait, quand un sujet est sous antiagrégat plaquettaire, c'est par exemple, il a fait un infarctus du myocarde et qu'il souffre des affections thromboemboliques ou AVC. Bien. Alors, si on fait le rapport bénéfice-risque, si on arrête le traitement antiagrégat plaquettaire, le sujet peut voir aggraver sa pathologie thromboembolique et l'aggravation aiguë d'une pathologie thromboembolique peut provoquer le décès du patient. Donc, le risque est plus important que le bénéfice. Maintenant, si on maintient le traitement et si on fait la chirurgie, eh bien, si on refait le rapport bénéfice-risque, on verra que effectivement, on a un risque hémorragique, mais que cette hémorragie ne met pas, dans l'immense majorité des cas, la vie du patient en danger. Donc, le maintien présente un bénéfice plus important que l'arrêt, et donc il faut le maintenir. Mais il faut quand même prendre des précautions, c'est-à-dire par exemple, vous faites une extraction dentaire, il faut mettre une compresse dans la cavité extractionnelle et vous appuyez dessus, ou si le patient peut mordre dessus assez fort, donc il faudra que cette compression soit mise en place pendant 20 minutes. Et 20 minutes après, en présence des signes d'hémorragie, de l'hémorragie, eh bien, vous renouvelez donc cette compression pour une autre durée de 20 minutes. Et après, si tout va bien, il n'y a pas de saignement, le patient peut partir, mais dites-lui que s'il y a encore des hémorragies, il faudra bien évidemment qu'il se présente à l'hôpital, parce que si ça arrive à minuit, vous n'êtes plus au cabinet, et puis de toute façon, le traitement sera différent. Donc, pour résumer, n'arrêtez jamais un traitement antiagrégat plaquettaire. Qu'en est-il pour les AVK? Eh bien, pour les AVK, donc, je vous disais, quand vous êtes à plus de 2,5, le risque hémorragique est important. Et alors là, il y a deux solutions. Soit qu'on intervient dans un milieu hospitalier, soit dans son cabinet, mais en accord avec le médecin traitant, le cardiologue par exemple, eh bien, on va donner à ce patient sous AVK de l'héparine, une HBPN, et puis on détermine les concentrations en INR, les valeurs d'INR, et quand on a la descente de cette valeur à 2 ou moins de 2,
il faudra que le patient prenne encore une dose d'une HBPM. Et 6 heures après la dernière dose d'HBPM, vous pouvez intervenir. Et 2 heures après, en l'absence, bien évidemment, des signes hémorragiques, on fait reprendre au patient son traitement AVK, tout en continuant l'HBPM jusqu'à ce que la valeur d'INR atteint celle souhaitée par son cardiologue. Donc, je résume. Tant qu'on n'intervient pas, soit que si on intervient, on intervient à l'hôpital, ou si on intervient dans son cabinet, il faudra que le médecin traitant, le cardiologue en l'occurrence, mette en place en même temps que l'AVK, donc on poursuit l'AVK plus une HBPM, d'accord? Et puis après, on arrête le traitement de l'antivitamine K très rapidement, et 6 heures après, par exemple, l'injection d'une HBPM, la première fois, et puis on détermine les taux d'INR, et on verra en principe aux alentours de 48 heures, l'INR descend à moins de 2, et là, on fait encore faire une injection d'HBPM, et 6 heures après la dernière injection, on peut faire la chirurgie. S'il n'y a pas de signes hémorragiques, en principe, la probabilité est très faible. Donc, 2 heures après, on fait reprendre et HBPM et l'AVK, on les associe, jusqu'à ce que l'INR atteint la valeur que le patient avait avant son arrêt. Et à partir de là, le traitement par HBPM sera arrêté, le patient continuera normalement son antivitamine K. Bon, l'héparine, pas de problème pour vous, parce que c'est l'usage hospitalier. Et pour l'HBPM, on a vu qu'on peut intervenir 6 heures après. Autrement dit, le patient n'est pas sous AVK, mais sous HBPM. Eh bien, dans ce cas, s'il a eu, par exemple, son injection d'une HBPM à 8 heures du matin, à 14 heures, vous pouvez intervenir. Alors, le traitement en cas d'hémorragie, bien sûr, c'est compression, méchage intra-alvéolaire, des pansements hémostatiques, des cols biologiques, ça, vous les connaissez mieux que moi. Donc, l'odontologiste est parfaitement capable de traiter les hémorragies locales non liées à un déficit en facteur de coagulation par compression et application des mèches hémostatiques. Par contre, il faut être très prudent si l'hémorragie est carentielle, c'est-à-dire que, par exemple, chez l'hémophile, ou iatrogène avec les médicaments qu'on vient de voir, c'est-à-dire les antithrombotiques, qu'il s'agisse d'un antivitamine K ou d'un anticoagulant oral à action directe, ou des HPPM, ou des antiagrégants plaquettaires. Avec les antiagrégants plaquettaires, donc on a vu ce qu'il fallait faire. Alors, ce qui est très important, si vous voulez, c'est que l'évaluation de risque hémorragique, il faut l'évaluer bien évidemment quand vous faites de la chirurgie, mais également pensez à vos propres prescriptions, parce que certains de vos médicaments, certaines prescriptions que vous serez amené à faire, peuvent interagir de façon nuisible avec l'antithrombotique que le patient prend, et à partir de là, vous allez avoir des risques hémorragiques parfois conséquents, dont le mécanisme est soit cinétique, soit dynamique, parfois mixte. Alors, les interactions cinétiques, donc, attention aux tétracyclines. En principe, les odontologistes les utilisent très peu actuellement, mais il faut savoir que les tétracyclines entraînent une destruction de microflore intestinale de façon massive. La preuve, c'est que les gens sous tétracycline ont souvent des diarrhées importantes. Et le problème, si vous voulez, c'est que la microflore intestinale est la source endogène de la vitamine K. S'il y a une destruction massive, il y aura moins de vitamine K, et en plus, si le patient est sous antivitamine K, le risque hémorragique augmente. Ensuite, au niveau plasmatique, je vous rappelle que les médicaments acides se fixent sur l'albumine plasmatique, c'est le cas de l'aspirine, et c'est le cas
de miconazole, surtout miconazole, c'est le Dactaran en gel buccal. Si vous associez ce médicament et surtout celui-ci, ça c'est absolument contre-indiqué de l'associer aux antivitamines K, eh bien, l'antivitamine K, qui est un acide qui se fixe également sur l'albumine, eh bien, vous le déplacez et en conséquence, il y a un risque hémorragique très important. Alors, ceci étant, vous verrez des patients qui sont à la fois sous aspirine et sous antivitamine K, mais ça parce que ces patients, si vous voulez, ont moins d'antivitamine K que s'ils ne recevraient pas de l'aspirine. Mais en tout cas pour vous, miconazole, contre-indication absolue, Dactarin, même en gel buccal, puisqu'il y a une absorption importante. Au niveau hépatique, il faut savoir qu'un certain nombre de médicaments, par exemple ici les antivitamines K, sont détruits par les microsomes hépatiques, donc les enzymes hépatiques, cytochrome P450, mais également le 2C9. Alors, on parlait avant surtout de cytochrome P450, sur lequel on revient un peu, mais il faut savoir quand même que tout ce qui est macrolide et les antiparasitaires type flagile inhibent l'activité de cytochrome P450. Donc, il y a un risque hémorragique, mais attention, surtout avec 2C9. Et là, avec le miconazole, qu'on a vu tout à l'heure, qui déplaçait l'antivitamine K de l'albumine, eh bien là, il inhibe l'activité de 2C9 et votre antivitamine K n'est pas détruite et le risque hémorragique est très très grave. Donc, n'oubliez à jamais l'utilisation du Dactaran en gel buccal chez les patients sous AVK et rappelez-vous, je vous avais donné le même conseil avec l'utilisation qui est contre-indiquée du Dactaran en gel buccal chez les patients qui sont diabétiques non insulinodépendants traités par des sulfamides. Donc ça c'est important. Ensuite, vous avez les interactions pharmacodynamiques. Bien évidemment, l'aspirine est un antiagrégat plaquettaire, donc un antithrombotique. Et si vous l'associez à n'importe quel autre inhibiteur de la coagulation qui sont également des antithrombotiques, le risque augmente. Mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, que l'aspirine et les AVK sont souvent associés. Mais bien évidemment, le cardiologue a réduit la quantité de l'antivitamine K de sorte qu'on n'a pas des risques hémorragiques lors d'une telle association. Voilà donc pour tout ce qui est médicaments hémorragiques et la conduite à tenir par le chirurgien dentiste. Je vais maintenant vous parler de votre trousse pharmacologique d'urgence médicale. Ça, il faut bien évidemment que vous l'ayez dans votre cabinet. Un certain nombre de médicaments, donc je les ai résumés. Alors, il faut d'abord avoir, l'ordre dans lequel je vous présente, ça n'a pas d'importance, mais on va voir un certain nombre de pathologies auxquelles vous aurez à faire face et les médicaments qui sont nécessaires qu'il faut avoir dans vos cabinets. Alors, d'abord, un médicament qui s'appelle glucagène. Alors, glucagène, en fait, c'est du glucagon. C'est un médicament qui est utilisé, qui est indiqué dans les hypoglycémies sévères lorsque ces hypoglycémies sévères surviennent chez les diabétiques insulinodépendants. Alors, je vous rappelle que le risque d'hypoglycémie est élevé chez les diabétiques insulinodépendants, un peu moins élevé chez les diabétiques non insulinodépendants et quasi nul chez ce qu'on appelle les insulinorésistants qui sont traités par la metformine glucophage. Il y a une contre-indication absolue qu'il faut respecter chez les gens qui souffrent de phéochromocytome. Phéochromocytome, c'est une pathologie médulo-surrénalienne, je vous l'avais traité, mais je vous le rappelle. Et l'individu qui en souffre présente, au lieu d'une glande médulo-surrénalienne, plusieurs, soit d'un côté, soit des deux côtés. Et chacune des glandes en excès, à l'occasion d'un stress, du froid, de peur, etc., de la douleur, sécrète autant d'adrénaline qu'une glande normale. Donc, ces gens-là sont sujets à l'hypertension
artérielle, donc il faut se méfier. Alors, si vous êtes amené à utiliser le glucagon dans le traitement de l'hypoglycémie, eh bien, il faut injecter 1 mg en intramusculaire ou en sous-cutané. Donc, 1 mg en intramusculaire ou sous-cutané. Alors, ça marche, bien évidemment, souvent, mais si ça ne marche pas, c'est que le sujet est déficitaire en glycogène, parce que ce médicament va mobiliser le glycogène hépatique. S'il n'y a pas de glycogène ou peu, vous n'aurez pas d'effet. Ce qui est le cas, par exemple, chez les alcooliques chroniques avérés, ce qui est le cas chez les gens qui font beaucoup des périodes de jeûne prolongées, par exemple, sur le repas, etc. Et également chez les sujets bêta-bloqués. Donc, attention à toutes ces situations. Ensuite, le calcium, c'est un médicament qui est utilisé dans une crise de tétanie vraie. Alors, pourquoi je dis une crise de tétanie vraie? Eh bien, une crise de tétanie peut se manifester chez les gens qui sont en hypocalcémie. Et là, donc, c'est la vraie crise de tétanie. C'est-à-dire, si la concentration de calcium diminue, on peut avoir cette crise-là. La calcémie normale étant à 2,5 mg par litre, si on est à moins de 2, ou autour de 7 à 8, on a ce risque-là. Et bien évidemment, dans cette situation, il faut corriger la cause pour corriger la conséquence. Quand c'est l'hypocalcémie qui est responsable, il faut injecter le calcium. Calcium, 5 ml par exemple, en intramusculaire profonde. Mais je pense que dans vos cabinets, vous pouvez vous en passer parce que c'est un produit qui est dangereux, notamment si on l'injecte en intraveineuse, qu'il ne faut jamais faire. Ça peut provoquer un arrêt cardiaque. Et puis, dans l'immense majorité des cas, vraiment dans l'immense majorité des cas, on peut avoir des crises de tétanie qui n'est pas forcément liée à une hypocalcémie vraie, mais à une hypocalcémie pendant un moment donné, du fait, par exemple, chez les patients qui sont un peu hystériques, souffrant de pédiatrisme, qui ont peur de tout, de la foule par exemple, de la douleur, d'une ambiance confinée d'un cabinet, l'isolement, etc. Et là, ils vont se mettre en hyperpnée, et cette hyperpnée va provoquer progressivement une alcalose respiratoire, et cette alcalose respiratoire va déclencher une crise de tétanie. Le meilleur traitement, le plus simple, c'est bien évidemment mettre un sac dans la bouche et demander à votre patient de respirer dans le sac, ce qui fait que quand il expire, il va en rejeter le gaz carbonique, et quand il inspire de nouveau, eh bien, il va inspirer le gaz carbonique qu'il vient de rejeter. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, très rapide, d'ailleurs, à peine quelques minutes, l'alcalose va être corrigée. Pourquoi? Parce qu'il va se trouver à un moment donné, à force d'inspirer le CO2 expiré, il va être en hypercapnie. L'hypercapnie va transformer donc l'alcalose en acidose respiratoire et le patient est guéri. Par contre, si la crise persiste malgré l'utilisation de sac, eh bien évidemment, vous mettez en route immédiatement ce qu'on a toujours dit, d'accord? PAL. Donc, ça c'est très important. Et protéger, donc vous avez fait, alerter le SAMU, les urgences, et secourir, donc c'est lui qui va prendre en charge, éventuellement il fait une calcithérapie intraveineuse. Mais pour vous, je l'ai mis pour mémoire, parce que je voulais en même temps vous parler d'un traitement simple, qui est le sac, dans la bouche, couvrez la bouche avec et demandez au patient de respirer dedans, expirer, inspirer, expirer, inspirer, jusqu'à ce que l'alcalose soit corrigée. Ensuite, le Valium. Le Valium, donc, il y a une indication importante, ce sont les convulsions chez l'enfant. Et dans ce cas, on utilise le Valium à raison de 0,5 mg par kilo en intrarectal. Donc ça, c'est important. Ici, j'ai mis détresse respiratoire. Vous avez bien compris, c'est une contre-indication. J'ai oublié de mettre contre-indication, détresse respiratoire. Myasthénie, éthyline sont des contre-indications de l'utilisation des benzodiazépines, quels qu'ils soient,
le Valium en l'occurrence. Donc l'indication sur les convulsions, contre-indication d'aide respiratoire, myasthénie, éthylisme. Et puis on a vu chez l'enfant 0,5 mg par kilo en intrarectal, hier, intrarectal. Vous avez dans un flacon une solution avec une canule. Le canule est placé dans le rectum de l'enfant et vous injectez la quantité qu'il faut en fonction de son poids. Alors, il y a également des formes buvables, mais ça, c'est en prévention de convulsions. Ça, c'est pas votre affaire. C'est dans les familles, par exemple, lorsqu'ils craignent d'avoir des convulsions d'origine hyperthermique, donc lorsque la température augmente un peu plus, aux alentours de 40, eh bien, on peut faire ce type de traitement. Alors, que fait-il faire chez l'adulte? Eh bien, chez l'adulte, c'est l'alerte qui est très importante. Si le sujet convulse, c'est l'alerte. Dès lors que vous avez diagnostiqué, donc, bien sûr, vous dégagez les voies aériennes supérieures, vous mettez le patient en position latérale de sécurité. Et puis là, l'alerte, moi j'ai mis toujours SAMU, mais j'aurais dû mettre des urgences, donc alerter les urgences. Et lorsque les urgences sont pas très loin de chez vous en vous disant, bah, écoutez, on va arriver, c'est vous qui prennent en charge, ils font par exemple du Valium en intraveineuse parce qu'ils sont capables, ils ont le matériel qu'il faut d'intuber et ventiler en cas de détresse respiratoire. Mais bien évidemment, vous ne ferez jamais en intraveineuse, mais éventuellement, si le SAMU va vous dire ou les urgences qu'ils vont mettre du temps parce que, etc., il y a une cause, une raison, eh bien, demandez si il est possible de faire le Valium en intramusculaire à raison de 10 mg chez un adulte et 5 mg chez quelqu'un qui a plus de 65 ans. Si vous êtes sous couvert de responsable des urgences, vous pouvez y aller. Mais jamais de votre propre initiative, parce que si vous avez un problème respiratoire, vous aurez du mal à le traiter. Parce que même si vous faites une thérapeutique avec l'adrénaline, etc., en cas de détresse respiratoire après le Valium, ça va être vraiment aléatoire, puisque là, c'est le Valium qui est responsable, donc comme toutes les benzodiazépines, et le sujet, il faut qu'il soit intubé et ventilé. Un autre médicament, c'est Atarax, hydroxyzine. Alors, c'est un excellent médicament parce que ce médicament a deux propriétés. À la fois un anxiolytique, bien qu'il ne fasse pas partie des benzodiazépines, et à la fois avec des propriétés antihistaminiques H1, c'est-à-dire c'est très utile dans le traitement de l'allergie, par exemple chez les sujets atopiques, etc., ou prémédication avant l'anesthésie. Alors là, donc, ce médicament, je l'ai mis pour mémoire, vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans votre cabinet, mais pour que vous préconisez ce traitement, chez les gens qui ont soit un terrain allergique, soit par exemple chez les gens à risque, comme ceux qui souffrent de l'infarctus du myocarde, qui sont très anxieux, qui ont peur, et pour éviter, si vous voulez, l'anxiété, eh bien, vous pouvez les sédater avec ce médicament. Donc, 50 mg chez l'adulte, ne dépassez jamais 50 mg, et 25 mg chez les personnes âgées. Alors, personnes âgées, c'est quoi? Ben, c'est 65 ans, on dit à peu près, et au-delà. Certaines fois, on dit 70, mais je crois qu'avec et les benzodiazépines et avec l'hydroxyzine, mettez comme limite 65 ans, moins de 65 ans, 50 mg, plus de 65 ans, 25 mg. Alors, il y en a qui disent la veille et le matin, d'autres qui disent le matin seul, donc quand vous voulez. Et ça sera suffisant, mais il faut que le patient soit accompagné par quelqu'un parce que c'est un produit qui baisse la vigilance, qui peut provoquer une somnolence. Et si on conduit sa voiture, on peut faire un accident. Alors, chez l'enfant, c'est 0,25 à 0,50 mg kilo jour, mais ça, c'est à titre thérapeutique. Ça ne vous intéresse pas, je l'ai mis pour mémoire. Alors, il y a des contre-indications absolues chez l'enfant de moins de 6 ans, jamais l'Atarax. Et puis, chez ceux, enfants ou adultes, qui ont un allongement latéral cuté. Donc, latéral cuté, je vous en ai souvent parlé.
ou d'autres arythmies cardiaques, vous traitez par les macrolides, fluoroquinolones, etc. Parce que macrolides, atarax, donc le médicament qui allonge la thérapeutique, donc évitez bien sûr de les associer, ainsi que chez les gens, chez les patients, par exemple, vous avez un patient qui va vous dire, bah, l'interrogatoire révèle qu'il a des problèmes arythmiques et que ces arythmies sont traitées soit par un antiarythmique de classe 1A, la quinidine, soit par un antiarythmique de classe 3, par exemple, l'amiodarone. Mais peu importe, bien évidemment que vous n'allez pas retenir immédiatement tous ces médicaments, mais le conseil que je vous donne, le patient arrive dans votre cabinet, c'est un patient chez qui vous allez programmer une intervention chirurgicale, que ce soit pour la pose d'un plan ou la chirurgie parodontale, peu importe. Et l'interrogateur vous révèle que ce patient a une arythmie cardiaque et que cette arythmie est traitée, par exemple, par de la quinidine. Très bien, vous notez. Et puis vous pensez à lui donner comme prémédication Atarax. Eh bien, avant de prescrire quoi que ce soit, vous allez d'abord sur le Teriac voir ce que c'est la quinidine. Il va vous dire c'est un antiarythmique de classe A. Et ensuite, vous allez chercher Atarax sur le Teriac. Et puis, regardez dans les interactions de l'un ou de l'autre, eh bien, vous verrez qu'il y a un risque d'allongement latéral cuté, donc il ne faut pas le donner. Mais dans d'autres situations, bien sûr que vous pouvez le donner. Ce que je voulais vous dire là, c'est que, attention, on ne peut pas tout donner à tout le monde. Chacun a sa spécificité physiologique ou physiopathologique qu'il faut respecter. Il faut respecter parce que vous allez provoquer des accidents parfois graves, et l'allongement latéral cuté, c'est quelque chose de très grave, ça peut provoquer le décès du patient. Mais sinon, dans l'immense majorité des cas, vous pouvez l'utiliser, bien évidemment, aussi bien chez les gens qui ont très peur, hein, qui n'ont aucune pathologie, mais dès qu'ils entendent parler de dentiste, ils tremblent. Donc, on peut la mettre sous Atarax. Les enfants qui ne se soumettent pas à un traitement, ils ont peur, ils crient, etc. Donc, Atarax. Et puis, bien évidemment, ceux qui souffrent d'infarctus de myocarde, alors là, vous avez le choix entre Atarax et Valium, donc quand vous voulez, et ça c'est très important. Ensuite, Solumedrol. Alors j'ai mis Solumedrol, mais vous prenez ce que vous voulez comme corticoïde, mais Solumedrol, l'avantage c'est que ça existe en injectable. Donc méthylprednisolone, ça il faut absolument que vous l'ayez dans votre cabinet, parce que ça peut vous servir non seulement à titre thérapeutique, mais même également à titre préventif dans vos cabinets. Alors, à titre thérapeutique, on en a parlé en long et en large hier avec le traitement de l'asthme. Ça permet de réduire la rémanence d'une crise d'asthme grave, pas grave ou pas, mais ça diminue, d'un œdème laryngé ou d'un choc anaphylactique, après que le patient ait reçu, bien évidemment, l'adrénaline. Et pourquoi? Parce que c'est un traitement étiologique qui permet donc de diminuer la synthèse et la libération des médiateurs de réaction allergique, notamment les leucotriènes, qui aboutissent à la synthèse de SRSA, donc substance réactive non de l'anaphylaxie. Et de ce fait, c'est vraiment très, 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 très intéressant, très utile. Mais il arrive, enfin ça vous le faites bien sûr par la voie intramusculaire, vous, à une dose de 120 mg. Vous voyez, c'est une dose assez forte. Et comme la marge thérapeutique est importante, il n'y a pas de problème. Et puis chez l'enfant, 1 mg par kilo. Alors, donc, soit en urgence, soit parce que le patient a des problèmes. Ça, c'est milligramme kilo jour. Ça, c'est différent. Ce n'est pas notre affaire. Mais attention, si vous voulez, c'est que normalement, par exemple, vous avez un patient qui a fait autrefois une crise d'asthme avec un arrêt respiratoire ou qui a fait un œdème laryngé ou qui a fait un choc anaphylactique, mais pas la suite de l'utilisation d'un anesthésique local. Donc, normalement, vous aurez dû le mettre en prévention de ce type de réaction, sous Atarax et sous corticoïdes, mais vous avez fait par exemple l'Atarax et vous avez omis de prescrire un corticoïde qu'il aurait pu prendre parfaitement par la bouche
un peu avant, 1 heure, 2 heures, 3 heures avant d'arriver dans votre cabinet, voire la veille et le matin. Mais évitez la veille parce que la corticothérapie le soir, c'est pas bien indiqué. Donc, le matin. Mais vous avez oublié. Eh bien, il faut avoir donc cette solution injectable et 1/2 heure avant l'intervention, je dis bien 1/2 heure, vous l'injectez, mais cette fois à une faible dose, c'est-à-dire 1 mg par kilo par la voie intramusculaire, avant de faire quoi que ce soit, parce que c'est un sujet à risque élevé de faire un problème allergique, que ce soit l'asthme grave ou l'œdème laryngé ou choc anaphylactique. Donc, je résume, à titre préventif, 1 mg par kilo par voie péroce, ou si on a omis de prescrire ça avant l'intervention, 1/2 heure avant, toujours 1 mg par kilo, mais cette fois en intramusculaire, et en intramusculaire profond. Et puis, dans le cas thérapeutique, bien évidemment, ça sera pratiquement 2 mg par kilo en intramusculaire profond. Ce qui fait que, absolument, vous devez avoir ce type de médicament dans votre trousse d'urgence médicale. Ensuite, la ventoline, vous le connaissez tous, c'est le salbutamol. C'est un bêta-2 stimulant. Je rappelle que vous avez 2 types de récepteurs bêta, bêta-1 de localisation cardiaque et bêta-2 de localisation bronchique. Et si vous stimulez les récepteurs bêta-2, vous allez avoir donc une bronchodilatation. Et si on fait une crise d'asthme, eh bien, on peut utiliser le salbutamol, 1 bouffée, voire 2 bouffées, et en principe, le patient répond. Alors, contre-indication, l'allergie connue à la ventoline, ça peut exister, mais c'est rare. Et si le patient tousse ou de nouveau fait un bronchospasme suite à l'utilisation de la ventoline, ça peut arriver, mais c'est rare, il faut bien sûr arrêter le traitement, et dans ce cas, on peut faire autre chose, et si c'est grave, on peut faire bien sûr de l'adrénaline, dont on a parlé. Mais salbutamol, vous devez l'avoir dans votre trousse. En principe, les patients asthmatiques l'ont sur eux, mais entre ceux qui oublient et ceux qui n'y pensent pas, donc, etc., ce qui est même d'ailleurs, vous me direz, eh bien, il vaut mieux l'avoir dans votre cabinet. La tриnétrine, c'est un médicament qui est utilisé dans le traitement d'une crise d'angine de poitrine. Alors ça, c'est un médicament très, très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, ça existe et sous forme de patch, et sous forme de glossette sublinguale, et sous forme de spray. Je vous conseille de l'avoir sous forme de spray, c'est plus facile d'utilisation. Et dès lors que le patient présente des signes d'angine de poitrine, eh bien, vous l'utilisez. Alors, signes d'angine de poitrine, donc c'est des douleurs médiothoraciques, on en a assez parlé hier. À partir de là, donc, pas médiothoracique, vous mettez la main sur le sternum et vous verrez que c'est à la fois à droite et à gauche avec, bien sûr, irradiation du côté gauche. Donc, vous utilisez ça. Alors, c'est la dose à chaque bouffée qui est de 0,30 mg. Une bouffée ou une pulvérisation, ça suffit. Alors, ce qui est très important, si vous voulez, c'est que quelqu'un fait une crise d'angine de poitrine. À partir de là, vous faites donc cette insufflation et vous regardez que très peu de temps après, en principe, ça agit au bout d'1 minute, mais pourquoi au bout d'1 minute? Parce que c'est rapide et puis il n'y a pas d'effet pour un passage hépatique par cette voie. Et le patient, donc, vous dit, ben, ça va, il n'y a plus mal, etc. À partir de là, il y a 2 situations. Soit que le patient est un coronarien connu, il sait qu'il a cette pathologie et vous le savez également, s'il n'y a pas de douleur, vous continuez les soins. Ou alors, c'est une première fois, le patient ne savait pas coronarien, ne vous non plus, a fortiori. Eh bien là, donc, si tout rentre dans l'ordre, vous continuez quand même les soins, mais vous demandez au patient d'aller voir son cardiologue parce qu'il faudra qu'on fasse des explorations, voir si c'est un coronarien avéré ou pas.
Une autre situation, vous avez fait une première bouffée de natis prêt, 5 minutes se sont passées, aucun effet, vous refaites une deuxième tentative et vous attendez encore quelques minutes, maximum 5 minutes supplémentaires, c'est-à-dire durée totale 10 minutes, 5 minutes par bouffée. Au bout de 10 minutes, le patient, enfin entre 5 et 10 minutes, le patient est traité, il n'y a pas de problème. Vous demandez un avis médical différé, enfin vous dites à votre patient d'aller voir son cardiologue. Ou alors, la situation critique, c'est que vous avez fait 2 bouffées, de 10 minutes, il n'y a pas d'effet, donc quand vous avez fait 2 bouffées, pendant plus de 10 minutes, le patient souffre toujours, là, immédiatement, le SAMU, les urgences, parce que il est probablement en train de faire un infarctus du myocarde. Donc ça, c'est important. Alors, il y a quand même des contre-indications à l'utilisation de la trinitrine, l'allergie connue avec la trinitrine, état de choc, en phase aiguë d'infarctus du myocarde, bien évidemment, il y a d'autres traitements que trinitrine, là, c'est bien sûr les fibrinolytiques, les cardiomyopathies obstructives, et puis Viagra, c'est contre-indication absolue, puisque ça peut provoquer des problèmes cardiaques très, très graves. Ce qui m'amène à vous dire qu'il faut que vous sachiez également si les patients prennent ce type de traitement et si au moment où il est sur votre fauteuil, il en a pris un peu avant ou il se prépare pour une petite fête après qu'il sort de votre cabinet. Ensuite, un autre médicament qui s'appelle l'heptaminol. Heptaminol, donc, c'est dans les hypotensions orthostatiques. Alors, l'hypotension orthostatique arrive très souvent chez les sujets âgés, et de façon d'autant plus importante que l'âge est plus avancé, donc il faut faire très attention aux sujets âgés, mais également chez les sujets qui sont traités par les antihypertenseurs. Quels qu'ils soient, ces antihypertenseurs peuvent provoquer une hypotension orthostatique. Alors, la précaution est très simple. D'abord, pour ne pas provoquer une hypotension orthostatique, qu'on appelle également hypotension posturale, quand vous avez fini les soins, vous faites asseoir le patient quelques secondes sur le fauteuil et ensuite vous mettez votre main sous le bras du patient et vous le mettez debout tout en le maintenant. Quelques secondes suffisent pour que tout rentre dans l'ordre, parce que l'hypotension artérielle orthostatique, normalement, par exemple, vous-même, vous êtes des jeunes, vous asseyez, vous allongez, peu importe, si vous levez brutalement, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que vous provoquez une vénoconstriction qui va combattre l'action de la pesanteur et une certaine quantité du sang arrive dans votre cœur et en conséquence dans le cerveau, il n'y a pas de problème. Mais si les sujets sont très âgés ou s'ils ont un traitement antihypertenseur, lorsqu'ils se lèvent, il y a une vasodilatation périphérique qui empêche en partie la vasoconstriction posturale lorsqu'on se met debout. Donc, il y a moins de sang qui arrive et en conséquence, on peut faire une hypotension orthostatique, parfois même de syncope. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Donc là, c'est en prévention ou éventuellement l'heptaminol comme thérapeutique. Alors, il y a des contre-indications. Donc, chez un hypertendu, bien évidemment, c'est l'effet inverse, il ne faut pas le faire. Chez les épileptiques non plus. En cas d'hyperthyroïdie, d'accord, dans l'hyperthyroïdie, vous avez un excès d'hormones thyroïdiennes et l'excès des hormones thyroïdiennes provoque au niveau du corps une pathologie particulière qu'on appelle cardiothyréose, qui est assez grave. Puis, chez les gens qui sont traités par les IMAO, et pour les dépressions endogènes très graves, mais en principe, comme je vous l'avais déjà dit, les IMAO sont les inhibiteurs de la monoaminoxydase. En produit, c'est l'iproniazide marcilide, mais en principe, ces patients-là sont hospitalisés dans des unités de soins psychiatriques. Maintenant, vous pouvez être amené à travailler dans un hôpital psychiatrique. Et là, bien évidemment, il faut faire attention parce que chez les IMAO, heptaminol, non, et chez les IMAO, surtout un vasoconstricteur, non, c'est une contre-indication absolue. Jamais de vasoconstricteur, non seulement pendant le traitement par les IMAO, mais même 3 semaines après l'arrêt de ce traitement. Alors, l'heptaminol, donc 30 gouttes par la voie orale, pas de particularité.
Un autre médicament, l'atropine, et je prends quand même des précautions, un peu comme j'ai pris avec le calcium tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, l'atropine est utilisée dans un malaise vagal ou vasovagal qui est en principe réfractaire au traitement habituel. Quelqu'un qui fait un malaise vagal dans votre cabinet, bon, vous savez qu'il faut le traiter très rapidement sur élévation des membres inférieurs pour augmenter le retour du sang au cœur. Dégrafer col, corsage, col de chemise, cravate, etc. Si le patient reporte, aérer la pièce, mettez de l'eau froide sur le visage, provoquer la douleur en appuyant très fort au niveau de l'angle maxillo-mandibulaire. Mais si malgré tout ça, rien n'y fait, que le malaise perdure, eh bien, il faut injecter de l'atropine à raison de 0,25 mg seulement chez un adulte en intramusculaire ou en sous-cutané. Mais il y a une contre-indication absolue chez les coronariens parce que l'atropine qui diminue l'effet de l'acétylcholine, c'est pour ça qu'il traite malaise vagal, parce que le malaise vagal est d'origine cholinergique, lié à l'excès de tonus parasympathique qui est acétylcholine dépendant comme médiateur, par rapport au tonus sympathique. Donc, si vous utilisez l'atropine, eh bien, ça marche. Mais, donc, je répète que lorsqu'on a un déséquilibre entre le système parasympathique et le système sympathique, et si ce déséquilibre est en faveur du système parasympathique, on a beaucoup trop d'acétylcholine et on peut faire un malaise vagal. Alors, sur le plan thérapeutique, il faut soit augmenter l'activité sympathique, et l'activité sympathique, vous l'augmentez avec tout ce qu'on vient de voir sur élévation des membres, aération de pièces, de la douleur, etc. Ça marche dans l'immense majorité des cas, mais si ça ne marche pas, il faut réduire l'activité parasympathique et ce qu'on fait avec l'atropine. Mais contre-indication chez le coronarien, et en principe, bon, je ne pense pas que vous ayez l'occasion d'utiliser l'atropine, mais bon, par prudence, il faut en avoir. Ensuite, l'adrénaline, bon, ça, c'est le seul médicament qu'il faut que tout le monde l'ait, tout le monde, parce que les indications sont nombreuses. Toutes sortes d'arrêts cardiaques, qu'ils soient d'origine post-infarctus du myocarde, d'origine ischémique, d'origine hypoxique, ou suite à une allergie, l'aggravation de l'asthme avec arrêt cardiaque, œdème largé, choc anaphylactique. Donc là, il faut bien évidemment avoir de l'adrénaline. Il n'y a aucune contre-indication, comme d'ailleurs il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation des corticoïdes lorsque l'indication est vitale, d'accord? Et là, c'est vraiment très, très important. Pareil pour l'adrénaline, il n'y a pas de contre-indication parce que là, le patient est en train de mourir. Si on dit, bon, là, il y a une contre-indication, par exemple, le type phéochromocytome, ça n'a aucune importance parce que le bénéfice-risque l'emportera toujours parce que si on ne fait rien, le patient décède. Et si on fait quelque chose, on peut le sauver. Donc, l'adrénaline, pas de contre-indication. L'indication, bien sûr, toutes sortes d'arrêts cardiaques, cardio-respiratoires. Et là, donc, je vous avais dit, la dose avec des kits préexistants, donc c'est 300 mg chez un adulte et 150 chez un enfant, ou alors vous préparez votre adrénaline vous-même, vous achetez les ampoules d'adrénaline et vous prélevez la dose qu'il faut vous-même avec des seringues à insuline. Donc, dans chaque ampoule, vous avez 1000 microgrammes, c'est-à-dire 1 milligramme, et les seringues à insuline vous permettent de prélever la quantité qu'il faut, 300 chez l'adulte, 150 chez l'enfant. C'est un produit qu'il faut avoir et c'est très important. Je vous rappelle également que vous devez absolument avoir une source en oxygène, une bouteille d'oxygène, des casques adaptés à la taille de vos patients, donc pour l'enfant et pour l'adulte. Vous devez avoir des canules de maillot, voilà à peu près, et bien sûr un tensiomètre de préférence automatique, électrique. Donc ça c'est vraiment très important puisqu'il suffit de
de le brancher et puis de prendre attention. Alors, il faut quand même se méfier de deux choses. Pour les appareils, attention, n'allez pas acheter un appareil qui coûte 2 euros, par exemple, parce que généralement, ces appareils ne marchent pas toujours comme il faut. Mais achetez-les dans les pharmacies, par exemple, c'est intéressant. Et deuxième précaution à prendre avec ces appareils, c'est que quand ça fonctionne sur pile, il faudrait que vous vérifiez de temps en temps si les piles ne sont pas usées et changer les piles. Il faut avoir des piles de rechange. Et puis pour la bouteille d'oxygène, les précautions, il faut que ça soit toujours mis en position verticale, attaché avec une chaîne, par exemple, au mur ou un dispositif qui permet d'éviter la chute. Et quand vous le reliez au masque pour oxygéner le patient, il faut ouvrir très très doucement, jamais brutalement, et puis vous mettez par le baromètre la quantité que vous cherchez en principe. Souvent, c'est 6 à 8 litres par minute. Voilà donc pour l'ensemble des cours que j'ai fini maintenant. Et j'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous m'avaient envoyé des questions via email. Enfin, c'est difficile pour moi de répondre par email parce qu'il y a plusieurs questions et comme enfin, c'est plus difficile. Pourquoi vous ne les mettez pas sur le forum de discussion? C'est plus facile pour moi avec mon écran, etc. Mais de toute façon, je répondrai à toutes ces questions entre ce soir 17-18 heures, 19 heures et demain dans la matinée, parce que j'ai cours encore cet après-midi. Là, tout à l'heure, j'ai d'autres choses à faire, mais je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Mais envoyez-moi, si possible, vos questions via le forum de discussion. Alors, comme je vous l'avais dit, ça ne marche pas, oui. Comme je vous l'avais dit, on va faire quelques QCM. Alors, ça c'est très important parce que ces QCM nous permettent de faire un peu le tour des quelques chapitres qu'on a vus. Et puis, je sais que les étudiants aiment bien d'avoir, si vous voulez, des modalités d'examen. Et ça sera la même modalité avec des questions similaires. Pas les mêmes, bien évidemment, ou même les mêmes avec un changement d'un ou deux items. Donc, c'est important. Alors, donc, je les ai classés en plusieurs catégories et on va les voir ensemble. Et si je n'ai pas le temps de tout finir, bien évidemment, ces questions, je l'enverrai avec les liens que je vous avais promis à M. Oussama pour qu'il vous les transmette. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir, donc je répète, mettez-les-moi de préférence sur le forum de discussion et vous aurez une réponse entre ce soir à 17h et demain matin jusqu'à la fin de matinée. Alors voilà les QCM. Une première question, qu'est-ce qu'une réaction allergique? Alors, quand vous vous rappelez, quand je vous faisais un cours en présentiel, je faisais lire une question par l'une ou l'un d'entre vous, à laquelle celle ou celui qui le lisait répondait, et puis les autres, vous m'en apportez éventuellement des corrections lorsque c'était nécessaire. Ce qu'on va faire maintenant, je ne peux pas vous entendre. Je vais donc lire la question, mais ce que je vous demande, c'est que vous essayez de répondre à la question vous-même sur votre bureau. Et après, lorsque je vous aurai donné la réponse, vous verrez si votre réponse est juste. Alors, une réaction allergique. Premièrement, survient exclusivement en cas de conflit entre un allergène, qui est un antigène, et un anticorps. Quelle est votre réponse? Eh bien, cette proposition, elle est fausse, parce que c'est le mot exclusivement qui est important à considérer, puisqu'on a vu quand j'ai fait le cours sur les allergies, qu'en fait, il y a une autre composante, c'est le polymorphisme de système HLA-B27, qui n'est pas un conflit entre antigènes et anticorps, et à partir de là, on peut avoir également des réactions allergiques. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Ensuite, c'est une réaction de type 1 de la classification de Gell et Coombs,
des réactions immunitaires. Alors, eh bien oui, ça c'est juste. Correspondent à l'hypersensibilité immédiate. Oui. Peut être diagnostiqué par l'élévation des taux d'immunoglobuline de type IgA, de type A. Alors, eh bien non, c'est faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des IgA, mais des IgE. Dans les réactions allergiques, c'est toujours une élévation des IgE. Survient essentiellement sur un terrain atopique. Voilà, bien évidemment. Oui, donc pour cette première question, les réponses sont B, C, E. Ensuite, une réaction allergique se développe en plusieurs phases, indiquées parmi les suivantes, celles qui n'est pas ou qui ne sont pas exactes. Alors, la rencontre entre allergènes et protéines endogènes. Alors, la rencontre entre allergènes et protéines endogènes, exact bien sûr. Fabrication d'IgE spécifiques par les plasmocytes, bien sûr. Fixation de l'allergène sur IgE, c'est sûr. Fixation sur IgA, donc on a dit tout à l'heure que c'était faux. Et dégranulation brutale des mastocytes, ça c'est vrai. Alors ensuite, la survenue d'une réaction allergique s'explique forcément par une exposition antérieure à un médicament potentiellement allergène. S'explique forcément. D'accord? Non, on a vu tout à l'heure d'ailleurs, puisqu'on peut avoir le polymorphisme. Peut survenir chez les patients ayant une prédisposition génétique, oui. Peut survenir en cas de polymorphisme de système HLA-V, notamment HLA-B27, est plus fréquent chez les patients atteints de lupus érythémateux disséminé. Oui, on a vu que dans les réactions d'hypersensibilité immédiate, et notamment lorsqu'il y a une présensibilisation, bon, c'est plus fréquent chez ce type de patient et survient fréquemment chez la femme, enfin plus chez la femme que chez l'homme. Oui. Alors, ensuite, indiquer parmi les suivants les trois principaux types de réactions allergiques. Bronchospasme, oui, bien sûr. Œdème vasogénique, oui, c'est l'œdème locrique. Et vasodilatation généralisée, oui. Lupus, non. OAP ou œdème aigu des poumons, non. Alors, ensuite, une crise d'asthme s'explique par l'oblitération des branches distales par bronchoconstriction d'origine allergique. Oui, bien sûr. Peut survenir après une injection médicamenteuse. Oui. Est responsable d'environ 2000 de décès par an en France. Oui. Ça, c'est important. Ça indique la fréquence, si vous voulez. Se caractérise par une dyspnée expiratoire d'apparition brutale avec compression thoracique. Non, c'est la distension thoracique. Et se caractérise par la présence des ronchus. Les ronchus, donc c'est le ronflement des poumons, donc qu'on ne prend en tant qu'en auscultant les poumons, mais on va parfaitement entendre le sifflement ou sibilant expiratoire, ça c'est oui. Alors, indiquez parmi les suivants les signes de gravité d'une crise d'asthme. Cyanose, bien sûr. Fréquence cardiaque supérieure à 120, oui. Fréquence respiratoire supérieure à 30, oui. Trouble de la conscience, oui. Trouble hémodynamique,
avec hausse exagérée de la pression artérielle? Non. Malgré l'augmentation de la fréquence, ici, vous avez une baisse de la pression artérielle, ce qui indique un signe de gravité. Alors, ensuite, le traitement curatif de la crise d'asthme nécessite l'oxygénation masque faciale, 6 à 8 litres par minute, oui. L'administration d'ataract, bien sûr que non. L'administration d'un bêta mimétique, bien sûr que non. Administration d'un médicament bêta-2 mimétique, par exemple salbutamol, oui, bien sûr. Administrer ce bêta-2 mimétique en IV, non. En aérosol, oui. En IV, non. Donc, c'est proposition A et D. Alors, si la crise d'asthme évolue vers l'arrêt respiratoire, d'accord? S'il y a une évolution vers l'arrêt respiratoire, mettre en route immédiatement des manœuvres de réanimation. Oui, bien sûr. Administrer de l'adrénaline à des doses qu'on a déjà parlé. Oui, bien sûr. Réadministrer la même dose d'adrénaline dans un délai d'1 à 2 minutes. Non, bien évidemment que non. Il faut attendre beaucoup plus. On parle entre 5 et 10 minutes. Injecter un corticoïde 2 mg par kilo en intraveineuse. Bon, j'accepterai si vous dites oui, parce que pour vous, ça sera en intramusculaire profond. D'accord? Donc, en intramusculaire profond. On va corriger tout de suite. Alors, ne jamais injecter un corticoïde, bien sûr, c'est faux. Alors, ensuite, l'œdème de Quink. L'œdème de Quink est un œdème d'origine vasculaire, c'est pour ça qu'on l'appelle longionème, oui, ça c'est important. Se caractérise par une paresthésie péribuccale, oui, pas unilatérale, mais bilatérale, bien sûr. Correspondant à la forme profonde de l'urticaire avec laquelle il coexiste dans environ la moitié des cas, oui. Atteignent la face, oui. Se caractérise par des signes de cornage, oui. Alors, ensuite, pour traiter un œdème de Quink évoluant vers l'arrêt respiratoire, il faut mettre en route immédiatement des manœuvres de réanimation, oui. Administrer l'adrénaline aux doses que vous connaissez maintenant, oui. Réadministrer la même dose d'adrénaline dans un délai d'1 à 2 minutes, non. Injecter, vous, ce médicament par la voie intraveineuse, donc je vais mettre pour que ça soit clair, par la voie intramusculaire, donc 2 mg par kilo, oui. Ne jamais injecter un corticoïde, bien sûr, non. Alors ensuite, un choc anaphylactique se caractérise par des marbrures cutanées, oui. Alors ça, c'est le signe le plus important. Je vous avais dit, bien sûr, de le rechercher et de le retenir. Se caractérise par son apparition extrêmement brutale lors de l'injection d'un allergène, oui. Et rapidement régressible en cas de la mise en route de traitement approprié, oui. C'est vraiment la particularité de choc anaphylactique, d'apparition rapide, brutale, qui peut être mortelle, mais qui régresse parfaitement rapidement si le traitement est mis en route de façon rapide et appropriée. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Se traduit au début de son installation par une sensation subjective de perte de connaissance, oui. N'aboutit jamais à l'arrêt cardiaque, non. Alors, ensuite, vous avez indiqué la proposition, là où les propositions exactes. Les symptômes de l'anaphylaxie apparaissent rapidement et peuvent évoluer vers une obstruction des voies respiratoires menaçant le pronostic vital. Oui. Les symptômes de l'anaphylaxie apparaissent rapidement
et peuvent évoluer vers des convulsions, et sont ces convulsions qui peuvent entraîner la mort. Oui, la récurrence de l'anaphylaxie peut survenir jusqu'à 72 heures après la résolution de la réaction initiale, bien que plus souvent, il se produit dans les 8 heures, donc surveillance est nécessaire, oui. Alors bien évidemment, le risque est plus élevé dans les 8 premières heures, mais ça peut aller jusqu'à 72 heures, donc il faut surveiller, mais tout le monde s'accorde à dire, enfin beaucoup de gens s'accordent à dire que si on a fait un corticoïde en même temps ou tout de suite après l'adrénaline, la récurrence diminue. Ensuite, vous avez les symptômes gastro-intestinaux sont plus fréquents dans l'anaphylaxie induite par les aliments, colatane respiratoire ou collapsus cardiovasculaire, oui. Oui, c'est pour ça qu'on a moins de risque de décès lorsqu'on a ce type de réaction après la prise alimentaire qu'après la prise médicamenteuse, mais bien évidemment, il faut être prudent et surveiller. Surveiller et traiter si c'est nécessaire. Mais même dans ce cas-là, toujours, bien évidemment, protéger, alerter, secourir. La présence de l'urticaire et ou de l'œdème angionécrotique seul ne permet pas de diagnostiquer l'anaphylaxie, bien sûr que non. Alors, pour traiter un choc anaphylactique, il faut mettre en route immédiatement des manœuvres de réanimation, oui. Ensuite, administrer de l'adrénaline aux doses indiquées, oui. Réadministrer l'adrénaline 1 à 2 minutes après, non. Injecter corticoïdes, je corrige également, vous par la voie intramusculaire, oui, à raison de 2 mg par kilo, c'est important. Donc, vous voyez que aussi bien dans la situation d'un arrêt cardiaque post-asthmatique ou dans celle d'un œdème laryngé ou choc anaphylactique, vous avez absolument la même conduite, le même traitement. Voilà donc pour choc. Les malaises vagaux ensuite. Donc, malaise vagal indique une adaptation transitoire du système nerveux central. Non, bien sûr que non, c'est le système nerveux végétatif ou périphérique. Et la cause la plus fréquente de l'hypothymie, oui. Toujours suivi de syncope, non, exceptionnellement oui, mais pas toujours. Peut-être suivi de l'hypertension artérielle, non, jamais. Peut-être suivi de tachycardie, non, jamais. Alors, un malaise vagal peut survenir chez les sujets jeunes en bonne santé. Oui. Survient en cas de chaleur excessive, oui. Vous avez donné l'exemple des soldats de la garde impériale anglaise, parce qu'on a une expérience là-dessus, et quand il fait très chaud, ils sont en station debout et sans bouger, eh bien, ils font une vasodilatation, mais ils tombent. Donc, en station debout, oui, notamment chaleur excessive, et peut survenir en cas de douleur aiguë. Peur et douleur, là, c'est bien sûr important dans vos cabinets, il faut y penser. Peut survenir surtout chez des sujets à jeun, non. Alors, la phase présyncopale du malaise vagal est caractérisée par, je dis bien la phase présyncopale, d'accord? Une hypotension brutale, non. Une hypotension progressive, oui. Une tachycardie, non. Donc ça c'est vraiment très important. Tachycardie, non. Bradycardie, non. Bradycardie, ça arrive après. Et par l'absence de changement de la fréquence cardiaque. Donc là, vous avez pendant la phase présyncopale qu'une hypotension progressive et l'absence de changement de fréquence cardiaque. J'avais oublié de supprimer la réponse, mais je vous la donnerai de toute façon. Alors, le syndrome vasovagal peut survenir par la compression carotidienne, oui. C'est pour ça que si on appuie trop sur la carotide ou si on met une chemise de taille 39 alors qu'on fait 40 et qu'on ferme le bouton et qu'on met une cravate et puis voilà, ça peut comprimer les carotides qui sont des zones réflexogènes par excellence. Il y a 3 zones réflexogènes importantes. C'est bien sûr ici
le baroreflexe carotidien, puis l'aorte abdominale, puis le rectum, l'anus, parce qu'en cas de chirurgie anale, eh bien, on a parfois des problèmes de bradycardie très, très importants. Mais pour vous, c'est la compression carotidienne qui est importante. Donc, peut survenir par la compression abdominale, oui. Peut survenir après le rasage, oui, parce qu'après le rasage, vous sollicitez également les réflexes qui se trouvent au niveau carotidien, qui est une zone très réflexogène. Peut survenir lors de défécation, oui, c'est pour ça que je vous ai parlé en dehors de chirurgie anale, donc défécation, parce que si le sujet est constipé depuis longtemps, et notamment ces constipations, soit à la suite de l'utilisation des morphiniques chez les héroïnomanes ou chez les patients qui sont traités par la morphine, et également chez les patients psychiatriques qui prennent des neuroleptiques, et la plupart des neuroleptiques provoquent des constipations, et chez ces patients-là, ou chez les individus addicts à l'héroïne, morphine, etc., eh bien, on peut avoir, si vous voulez, des constipations, et ces constipations les amènent à forcer, eh bien, ça peut provoquer un syndrome vasovagal. Donc, ensuite, s'explique par la compression des baroreflexes de sinus carotidien, oui, puisque c'est là le sinus carotidien, donc c'est juste. Ensuite, indiqué parmi les suivants, là où les propositions exactes, les torsades de pointe surviennent après un malaise vagal, non rapidement traité, ça n'a rien à voir. Non. Malaise vagal survient chez des personnes traitées par des antidépresseurs tricycliques. Non. Là, ça serait éventuellement une hypotension orthostatique, mais pas de malaise vagal. Le malaise vagal survient chez des personnes traitées par un antihypertenseur. Non. En cas de malaise vagal, mettre la personne en décubitus dorsal, oui. Le malaise vagal survient fréquemment chez les personnes diabétiques, non. Chez les personnes diabétiques, c'est bien sûr un malaise hypoglycémique. Alors, ensuite, le traitement de malaise vagal comprend la mise en décubitus latéral, non, c'est dorsal. Aération de la pièce, oui. Stimulation du visage avec de l'eau froide, oui. Surélévation des membres inférieurs, oui, parce que vous augmentez le retour veineux, oui. Injection sous-cutanée ou intraveineuse de l'adrénaline, absolument pas. On va voir maintenant les accidents hémorragiques, enfin, accidents d'ischémie transitoire. Alors, non, attendez, je vais sauter les questions là. Oui, non, on continue donc avec AIT ici. AIT ou ischémie cérébrale transitoire est un déficit neurologique, oui. Survient brutalement, oui. Et d'origine vasculaire, oui. Régresse spontanément en moins d'une heure sans séquelles et sans anomalie à l'imagerie cérébrale, oui. Est considéré comme mini-accident vasculaire cérébral qui doit faire craindre la constitution d'un infarctus cérébral ultérieur, oui. Alors, ensuite, indiqué parmi les suivants, là où les facteurs de risque de survenue d'un AIT, HTA, donc hypertension artérielle, oui, hypercholestérolémie, oui, obésité, oui, diabète, oui, contraceptifs oraux, oui, notamment, alors, contraceptifs oraux chez les jeunes femmes, non, et la probabilité est très, très faible, je crois qu'il a été évalué à 1 cas sur 1 million, et encore. Par contre, chez la femme, à partir de 35 ans, en plus, s'il fume beaucoup, là, le risque est plus élevé, parce que les contraceptifs oraux sont antifibrinolytiques. Alors, ensuite, indiqué parmi les suivants, les facteurs de risque de survenue d'un AIT. Alors, un AIT est une anomalie vasculaire au cardiaque qui a une forte probabilité de se manifester à nouveau, oui. Un AIT présente le risque de constituer un infarctus cérébral et donc des lésions définitives, oui, il y a un risque. Dès que vous avez les symptômes, les signes d'un AIT, attention, il faut bien sûr que le patient soit vu par un neurologue et être suivi. La survenue d'un AIT est liée à la présence des plaques d'athérome artériel, oui. L'AIT d'origine atheromateuse est traité par un antiagrégat plaquettaire, oui, c'est dans l'immense majorité des cas
c'est l'aspirine cardiaque en prévention secondaire et d'origine l'AIT d'origine antéromatoeuse est traitée par de l'héparine, oui. Alors, un AIT se différencie d'un AVC par son apparition très rapide en quelques minutes et de sa disparition en quelques minutes ou en quelques heures. Oui, peut-être consécutive à la diminution ou à l'arrêt transitoire du flux sanguin par une embolie fibrinoplaquettaire, oui, et peut parfois nécessiter une endartérectomie, oui, peut survenir chez les patients atteints d'une fibrillation auriculaire, surtout, ça c'est vraiment le risque, c'est pour ça que les gens qui sont atteints de fibrillation auriculaire sont toujours mis sous AVK ou AOD, et peut-être la conséquence d'un déficit neurologique, oui. Alors, ensuite, les AVC. Alors, un AVC est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire, oui, est provoqué par un infarctus cérébral, oui, est provoqué par une hémorragie cérébrale, oui, peut provoquer le décès dans 20 à 30% des cas au début, oui, et ça peut aller jusqu'à 40% la première année, est une urgence absolue, oui. Parce que si quelqu'un fait un AVC, si vous intervenez dans les 6 premières heures, enfin, vous conduisez le patient à l'hôpital neurologique qui font une fibrinolyse, eh bien, en principe, on sauve les patients sans séquelles. Mais après, bien sûr, c'est grave parce que soit qu'il décède, soit qu'il garde des séquelles neurologiques importantes. Et ça, c'est bien sûr catastrophique. Alors, ensuite, indiqué par les propositions suivantes, l'heure ou les symptômes de l'AVC. Perte de la motricité, oui. De la sensibilité, oui. Du langage, oui. Trouble de la vue, oui. Trouble de l'audition, non. Indiqué parmi les suivants, là où les propositions exactes. Parmi là où les propositions exactes, donc la réponse. Donc, proposition exacte pour cette question, c'est l'AVC est la première cause de l'handicap mental de l'adulte, non. L'intellect est souvent conservé sans problème. 80% des AVC sont d'origine hémorragique, pas du tout. 20% d'origine ischémique, non, c'est l'inverse. 80% d'origine ischémique, 20% d'origine hémorragique. La probabilité d'un AVC ischémique augmente avec l'âge, oui. Moi, j'ai plus de risques que vous. Alors que la probabilité d'un accident vasculaire cérébral hémorragique est indépendante de l'âge, oui. Malheureusement, ça peut arriver chez les gamins, chez les ados, chez l'adulte, chez tout le monde. Alors, ensuite, indiquer parmi les suivants les causes potentielles de la fragilité des vaisseaux sanguins responsables de la survenue d'un AVC, l'hypertension, oui, tabagisme, oui, consommation chronique de l'alcool, oui, hypotension, non, fibrillation auriculaire, non. L'AVC est une maladie grave aux conséquences toujours dramatiques, avec un risque de décès de 20 à 30% au premier mois, oui, d'handicap physique chez plus de 10% des patients, oui, ça c'est important. La mortalité de 40% à non, oui. Le décès plus élevé chez la femme, non. Le décès plus élevé chez la femme ménopausée, pardon, non ménopausée, sous contraceptif, oui. Alors, ensuite, indiquer parmi les suivants les signes d'un AVC. Aphasie sensitive, oui. Difficulté à parler. Motrice, oui. On a difficulté à avaler, bouger la langue. Amoraux, c'est la perte de vision unilatérale, oui. Diplopie, vous êtes en train de soigner, il fait un AVC, il dit, bah, tiens, vous êtes deux, alors vous êtes seul, donc diplopie, c'est possible, bien sûr. Hémiplégie, donc oui. Alors, ensuite, indiquer parmi les suivants celles qui sont exactes. Un AVC peut se traduire par, rarement par une crise convulsive. Oui, dans les cas les plus graves, les victimes tombent dans le coma. Oui.
Tout retard dans la prise en charge ou dans le traitement peut conduire à des séquelles importantes, paralysie voire décès, oui. La prise en charge d'un AVC doit être faite bien sûr par les urgences, le SAMU. Le diagnostic différentiel d'un AVC doit être fait avec des torsades de pointe, avec lesquels les AVC présentent beaucoup de signes identiques. Absolument pas, c'est non. Ensuite, le meilleur traitement d'un AVC d'origine thrombotique dans sa phase aiguë est basé sur l'administration d'un antagoniste des récepteurs plaquettaires 2B3A, non. D'un antiagent plaquettaire, non. De l'héparine, non. D'un fibrinolytique, oui. J'ai dit le meilleur traitement. Maintenant, on peut utiliser l'héparine, mais le meilleur traitement, c'est un fibrinolytique, et bien sûr, pas les autres, et pas d'HPP. Alors, ensuite, l'hypoglycémie. Alors, il me reste une dizaine de questions, mais je préfère le finir si vous avez le temps, parce que comme ça, vous aurez l'ensemble. Le coma hypoglycémique s'explique par manque brutal de glucose au niveau du neurone, oui. Survient essentiellement chez un diabétique insulinodépendant, oui. C'est insulinodépendant, oui. Survient essentiellement chez un diabétique traité par la metformine. En principe, jamais. Hein. C'est soit insulinodépendant, soit non insulinodépendant. Mais ceux qui sont traités par la metformine sont les gros et gras qui mangent beaucoup et qui deviennent insulin résistants et on leur donne de la metformine qui est glucophage. Peut survenir chez un diabétique insuffisant rénal, oui, bien sûr. Peut survenir chez un diabétique traité par un bêta-bloquant, oui, bien sûr. Ça, c'est important, d'autant plus que le bêta-bloquant masque les symptômes, c'est-à-dire la tachycardie, dont il faut bien sûr se méfier. Je vous en avais longuement parlé. Ensuite, les signes neuropsychiatriques ou neuropsychiques, avant-coureurs d'un coma diabétique sont indiqués là où les propositions exactes. Fragilité intellectuelle, oui. Confusion, oui. Paresthésie, oui. Diplopie, oui. Mouvements anormaux, oui. Ensuite, la phase d'état d'un coma diabétique se traduit par des convulsions, oui. Hémiplégie, oui. Signe de Babinski, oui. Quand vous grattez la plante des pieds, ils se mettent en extension alors que normalement c'est en flexion. Signe d'agrippement, oui. Hein, le sujet s'agrippe à vous, s'attache à vous, vous agrippe. Alors, ensuite, le diagnostic d'un coma est basé sur le score de Glasgow qui indique un coma profond. Donc, coma profond. Alors, donc là, on va passer vite, donc vous les connaissez. Là, coma profond, c'est lorsque vous êtes à 3, à 5 ou à 7. Bien sûr, 3, c'est très profond, mais inférieur à 8, c'est un coma profond. Donc ça, il faut que vous le sachiez. C'est pareil pour la question 36. Donc là, le diagnostic d'un coma est basé sur l'état de l'éveil, non des mouvements oculaires. Enfin, bien sûr sur l'état de l'éveil. 36, donc, sur l'état de l'éveil, bien sûr, sur le mouvement oculaire, bien sûr, sur la réponse motrice, oui, sur la réponse vocale, oui, sur l'arrêt cardiaque, non. Ensuite, selon le score de Glasgow, donc l'appréciation de l'état de l'éveil est basée sur la réponse oculaire qui va de 1 à 4, oui, 4 donc l'ouverture spontanée, 3 au bruit, 2 à la douleur, et 1 absence de l'ouverture, bien sûr. Donc, ça, c'est important. Là, les réponses sont, bien sûr, ABCD. Alors, toujours selon le même score, l'appréciation de la mobilité, c'est-à-dire réponse motrice, qui va de 1 à 6. Donc là, vous avez toutes les propositions exactes, là. Donc, c'est bon. On va passer à la question 39. Là également, vous avez toutes les propositions exactes. Alors, pour la question 40, indiquer le diagnostic différentiel de coma est basé, le diagnostic différentiel de coma est basé sur le sommeil et le pédiatrisme, c'est-à-dire l'hystérie. Ce pédiatrisme est caractérisé par la résistance à l'ouverture des yeux, oui, quand j'essaie d'ouvrir les yeux, ils résistent, et leurs paupières se mettent en clignement spontanément. Ils ont des antécédents que vous connaissez, qui sont identiques.
Et lorsque vous soulevez leurs mains et vous le laissez tomber sur le visage, il évite pour ne pas avoir mal. Et l'hyperpnée, non. Alors, la conduite à tenir devant un coma nécessite d'apprécier le score de Glasgow. Bien sûr, oui, ça c'est important. D'apprécier l'état hémodynamique, pression artérielle, oui. La fonction cardiaque, oui. L'état ventriculaire, oui. De mettre votre victime en position latérale de sécurité, oui. Alors, ensuite, le coma neurologique peut être d'origine traumatique, coma neurologique d'origine traumatique, oui, bien sûr. D'origine vasculaire, oui. D'origine alcoolique, non. D'origine tumorale, oui. Hypoglycémique, non. Et la dernière question, le meilleur traitement d'un coma hypoglycémique est l'injection par la voie intraveineuse de 20 ml de G30, glucose à 30%, à renouveler éventuellement. Ça, c'est le meilleur traitement. Donc, la réponse est seulement celle-ci, mais je vous rappelle que vous utiliserez le glucagène, qui n'est pas le meilleur traitement, mais c'est un traitement. Voilà, donc, alors, vous, bien sûr, le glucagène, vous l'utiliserez en intramusculaire ou en sous-cutané, mais intramusculaire est plus facile. Voilà, j'ai dépassé de quelques minutes, je m'en excuse. Alors, j'attends vos questions, je vous dis donc, de préférence via le forum de discussion, et je m'y mettrai à partir de 17h, enfin entre 17h aujourd'hui et demain matinée, fin de matinée demain. J'aurai répondu à toutes vos questions parce que j'ai pas mal de choses à faire avant. Merci beaucoup. Conseil habituel, prenez soin de vous et de vos proches. Bonne journée, salut.